La première chose, c'est qu'en effet, on ne sait pas grand-chose, donc on essaye de supputer pour essayer de comprendre. On est tous un peu, tétanisés devant ce qui se passe et on essaye, alors c'est déjà arrivé, c'est arrivé notamment, on se souvient au début, sur l'affaire de la petite Lola, quand on ne savait absolument rien, de la femme qui l'avait agressée. On est devant un mal tellement exprimé de manière tellement brute qu'on est à la fois tétanisé et en même temps notre intelligence mouline à vide pour essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans la tête de cet élève. Alors on essaye au fil des débats de rattacher ça au reste de la violence qui a pénétré l'école depuis de longues années et qui est parfois extrêmement inquiétante, mais on sent tous qu'il y a quelque chose de plus ou de différent et de particulièrement choquant dans cette affaire. Alors concrètement, on a un élève qui s'est levé calmement, qui est parti fermer la porte, qui a été tué la professeure avec un couteau et qui ensuite est reparti aller dans une salle à côté et tous les élèves, puisque c'est les seules choses que l'on sache vraiment, ont décrit un élève extrêmement calme, déterminé, qui a été tué cette professeure, qui s'est ensuite retrouvé dans une autre classe où des professeurs ont réussi à lui parler sans qu'il n'essaye de les agresser, sans qu'il essaye de tuer quelqu'un d'autre. Donc c'était pas le but n'était pas de tuer qui que ce soit, c'était cette professeure et il a expliqué à un autre professeur qu'il était possédé et qu'il avait entendu des voix dans la nuit lui disant d'aller tuer cette professeure. Alors, évidemment, depuis, on essaye d'analyser, de convoquer des experts qui évoquent de possibles bouffées délirantes parce que nous sommes plus capables, c'est-à-dire que le seul fait que nous ayons, ce sont ses propos à lui. Pour l'instant, évidemment, les policiers et les enquêteurs font leur travail là aujourd'hui. Et on ne comprend plus les mots mêmes qu'il emploie. Peut-être ne les comprend-il pas lui-même, hein, je reste extrêmement prudente, mais on est incapable de considérer le sérieux de ce que veut dire une possession. Ça a été une évidence dans la société pendant très longtemps, ça n'est plus le cas du tout. Et donc, puisqu'on ne comprend plus ce vocabulaire, on se rattache au vocabulaire que nous connaissons, donc on évoque en effet les bouffées délirantes. On a aussi le descriptif du garçon, et alors là, je serais encore plus prudente, parce qu'on a des camarades qui nous disent il était un peu marginal, il parlait pas beaucoup, il était très timide. Bon, étant donné ce qui vient de se passer, on a aussi une manière de caractériser la personne qui est probablement différente de si on leur avait posé la question hier. Et Dieu merci, tous les enfants timides, un peu marginaux, ne vont pas tuer une professeure demain. Donc c'est très difficile d'établir son profil. Et ce qu'on sait, c'est que le meurtrier est actuellement en garde à vue, que l'enquête est confiée à la police judiciaire pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, puisqu'il était venu avec un couteau sur lui et qu'il dit en plus, la première chose, que depuis la nuit, il avait envie d'aller tuer cette professeure en particulier. Alors évidemment, toutes les analyses vont être faites, alcool, drogue, médicaments, pour savoir ce qui a pu, si par hasard, on peut essayer de comprendre le déclenchement de l'acte. Comment comprendre un tel passage à l'acte que recouvre justement, cette possession dont parle l'élève lorsqu'il dit, «J'étais possédé»? Alors honnêtement, il serait, orgueilleux et donc je ne vais pas le faire d'avoir une explication toute faite à ce qui s'est passé. Je ne connais pas cet élève, pas cette professeure, ni l'établissement. Simplement comprendre la violence et la violence brute aussi, brutale, suppose d'abord de comprendre la nature. La violence ou même le mal, c'est l'absence de bien, la violence étant ce qui est contre nature, ce qui choque, notamment la raison pour cette raison précise. Il n'était pas dans la nature de cet élève d'aller tuer son professeur et certainement pas dans celle de ce professeur de se faire tuer par son élève. Or, la question de la nature est évacuée. Donc la question du bien et du mal, elle devient extrêmement compliquée. Qu'est-ce qui est bien par rapport à ce que nous sommes si chacun redéfinit ce qu'il est? Donc la question du bien et du mal, déjà, est compliquée à comprendre. Ensuite, la question de la possession, en tout cas dans notre univers culturel et civilisationnel à nous, recouvre les notions de Dieu et de diable. Notions qui, elles aussi, ont été remisées au terme des anciennetés dont on parle dans les cours d'histoire. Donc, on convoque quoi? La science. Sauf que la science, elle reconnaît elle-même qu'elle comprend assez mal, en tout cas une infime partie du cerveau. Or, on comprend que ce qui se passe là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de ce jeune homme. Donc, on convoque des experts qui ont du mal à expliquer, parce que pendant très longtemps, l'explication, surtout si la personne elle-même revendique la possession, en l'occurrence, ça aurait été simple. Le diable a pris le contrôle d'une âme qui donc fait le mal, devient l'instrument du mal avec un grand M. Comment trouver l'explication scientifique à ce que nous ne reconnaissons plus sur le terrain religieux? Eh bien, nous ne savons pas le faire. Donc, on convoque des experts quand même, puisque la science a pris la place de la religion pour répondre à nos questions, et parce que l'intelligence
vraiment cherche à comprendre. Elle panique en réalité, c'est ça la vérité. Nous paniquons devant l'incompréhensible. Vraiment, nous paniquons. Alors, moi, je vais faire un pas de côté, si vous me permettez, puisque chacun essaye d'expliquer un peu. Et je vais essayer de dire, je pense qu'il n'y a rien d'absurde, en tout cas, à envisager ce qui nous dépasse. Parce que, objectivement, ce qui est en train de se passer nous dépasse. Et l'Église catholique, en l'occurrence, prend la question de la possession très au sérieux. Et je précise à nouveau ici que je ne sais absolument rien de ce jeune homme. C'est peut-être un tueur extrêmement habile qui a déguisé la manière dont il voulait tuer. C'est peut-être quelqu'un de malade. C'est peut-être quelqu'un qui a des troubles psychiatriques qui seront tout à fait étudiés. Mais simplement, je vais prendre au sérieux le mot qu'il a utilisé, quand bien même il ne s'adapte pas en l'occurrence. Et j'avais envie de dire, on va se mettre à l'école de Baudelaire quelques secondes. Baudelaire qui avait dit, vous savez, la plus belle des ruses du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, il se trouve que l'Église, elle, prend au sérieux l'existence du diable et au sérieux la question de la possession. Et alors là, je rebascule sur le terrain rationnel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans l'Église catholique un nombre d'exorcistes qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques années. On avait, c'est le Figaro qui donnait ces chiffres-là, en 2010, une quinzaine de cas d'exorcisme réel par an, et aujourd'hui, c'est désormais une cinquantaine par an. Or, il se trouve que chaque diocèse, il y en a à peu près 100 en France, a son exorciste, et il se trouve que, pour vous donner une idée, en Île-de-France, c'est 2500 appels auprès des exorcistes par an. Et il n'y a qu'une cinquantaine de cas d'exorcisme réels pratiqués dans l'année. Donc, c'est pas, on ne prend pas le tout venant et on exorcise toutes les personnes qui veulent être exorcisées. Il y a d'abord une étude du cas lui-même. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Il y a des gens qui ont besoin d'une oreille attentive. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, tout simplement. Il y a des gens qui ont besoin d'être redirigés vers des psychologues. Et il y a des gens qu'on prend sur le terrain de la possession elle-même. Et il y a même parfois des experts psychiatres, des médecins qui renvoient vers les médecins, vers les prêtres exorcistes, en disant ça n'est plus notre terrain, nous ne savons pas faire. Et là où c'est extrêmement rationnel, c'est que les séances d'exorcisme, elles existent bien, et vous avez des récits complètement hallucinants, c'est-à-dire des personnes dont les forces sont décuplées, des personnes qui se mettent à parler subitement une langue étrangère qu'elles ne maîtrisent pas habituellement. Je vous prends des exemples très précis qui vous expliquent avoir vu telle et telle vision, décrire des endroits qu'elles ne connaissent pas. Et là, évidemment, sur ce terrain-là, c'est parce que la science ne répond pas qu'en l'occurrence, le prêtre exorciste prend le relais. Alors, on a tous dans la tête l'imaginaire des films, notamment de L'Exorciste, qui est le film. Et il y a des prêtres exorcistes qui disent que l'exorcisme, c'est caricatural, mais qu'il y a certaines choses qui sont vraies, notamment le regard et la haine dans le regard. C'est quelque chose qui a frappé tous les exorcistes qui ont eu des exorcismes à faire. C'est la haine qui, subitement, habite le regard d'une personne qui, habituellement, est calme et rationnelle dans ses gestes et mouvements. Est-ce que c'est pas, Charlotte, dernière question, une façon de déresponsabiliser le meurtrier ? Si, ça a l'air d'être ça. Alors d'abord, d'une part, l'acte, jusqu'à preuve du contraire, là en l'occurrence dans l'affaire qui nous occupe, c'est lui qui l'a posé et c'est donc lui qui devra en répondre, notamment dans l'enquête. Deuxièmement, sur la question de la possession, la responsabilité n'est pas nécessairement désengagée. Il y a des gens qui recherchent justement la possession du diable pour aller commettre le mal. Donc ça aussi, c'est un discernement à effectuer. Et par ailleurs, ce n'est pas parce que dans le discours public, certaines idéologies sont gommées derrière le fameux déséquilibre, qu'on cherche à gommer certaines choses qui meuvent des meurtriers derrière l'idée qu'ils seraient tous déséquilibrés et donc qu'ils seraient irresponsables, qu'il n'y a pas de vrais irresponsables dans la société. Ce sont deux choses différentes. Il y a des gens qui, effectivement, pour des raisons psychiatriques souvent, sont objectivement irresponsables de leurs actes. Mais dans cette affaire, et je conclurai là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Encore une fois, c'est simplement qu'on a l'habitude de passer des heures sur de véritables faits divers, c'est-à-dire des choses qui sont difficiles à raccorder à ce qui se passe par ailleurs dans la société. Le seul point commun entre tous, c'est la question du mal. Et c'est cette question-là que nous n'arrivons pas à appréhender et que par ailleurs, nous ne cherchons pas vraiment à appréhender parce qu'elle est sur un terrain que nous pensons avoir déserté pour notre plus grand bien. Je ne suis pas sûre que là, en l'occurrence, on puisse chercher les réponses ailleurs.